On arrive sur notre troisième partie qui concerne le partage de l'eau, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, les besoins en matière d'eau sont multiples, les usages sont très divers et la ressource se raréfie. Il faut trouver un moyen de l'économiser pour la partager. Alors pour discuter de ce partage indispensable, je suis avec Stéphanie Truquin, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes économiste, conseillère technique au service juridique et consommation de Famille Rurale. Et nous sommes aussi avec Luc Servant, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vice-président Chambre d'agriculture France et président de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. Je commence tout de suite côté consommateur, on va changer, avec Stéphanie. Donc, quelles sont les attentes des consommateurs ? Qu'est-ce qu'ils y comprennent sur ce partage de l'eau ? Est-ce qu'il y a des choses à dire, des demandes ou quelles sont les attentes ? Bien, les attentes des consommateurs tournent autour de trois axes. Le premier axe, c'est que les consommateurs veulent avoir un accès à une eau de qualité. Deuxième axe, au juste prix. Troisième axe. Donc on voit que le monde agricole peut avoir un impact sur ces trois axes. Je vous donne un exemple assez simple. Quand un consommateur passe devant un champ, alors qu'on est en restriction parce qu'il y a une sécheresse, et qu'il voit un tourniquet avec un champ qui est arrosé au tourniquet, le consommateur est un peu énervé. Alors, il est énervé pas juste parce qu'il ne peut pas remplir sa piscine, alors que c'est des besoins autres. Voilà, là, c'est un petit peu anecdotique. C'est caricatural. C'est caricatural. De même que l'agriculteur avec son tourniquet, c'est aussi caricatural, je sais bien. mais c'est aussi surtout parce que les consommateurs de nos jours ont intégré les aspects environnementaux et ont de plus en plus d'attentes d'un point de vue développement durable et environnement. Alors ça, c'est un vaste sujet, mais on voit bien qu'il y a des attentes vis-à-vis des agriculteurs sur l'aspect eau et partage de l'eau. Et il n'y a pas forcément de dialogue et de communication entre les deux. Enfin, alors, entre les deux mondes. Ce sont deux mondes qui ne se connaissent pas trop et qui ne se comprennent pas trop non plus. Mais on peut voir que les consommateurs ont un réel rôle à jouer, notamment sur l'alimentation, puisque comme le disait tout à l'heure M. Bernard, finalement, l'eau que l'on consomme qui vient de son ballon d'eau, finalement, est assez résiduelle par rapport à l'eau qu'on a dans son assiette. Où, M. Bernard le disait tout à l'heure, on consomme tous les jours en moyenne 2500 litres d'eau dans son assiette. Mais les consommateurs n'ont aucune conscience de cette eau consommée par cette voie. Donc il y a peut-être une question de sensibilisation ou de découvrir réellement d'informations sur cette consommation. D'échange avec le monde agricole et de comprendre aussi ces besoins en eau du monde agricole par rapport aux demandes des consommateurs, notamment sur l'alimentation. Alors, on se retourne tout de suite, côté agriculture. Luc Servant, qu'est-ce que vous en pensez de cette réaction des consommateurs qui ne comprennent pas vraiment ce que ça représente, ce qu'ils ont dans leurs assiettes en termes de consommation d'eau par rapport à ce qu'ils utilisent eux-mêmes dans leurs appartements ou dans leurs maisons? Comment on fait pour concilier l'ensemble et puis faire en sorte que les deux mondes se parlent un peu plus? Je crois que la réaction, elle se comprend, effectivement, parce que, comme vous le dites, entre l'eau qui sort du robinet et puis l'eau qui est utilisée de manière globale pour tout ce qui est alimentation ou pour le reste de l'activité, effectivement, il y a un décalage qui est important. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse parler de l'eau de manière partagée entre nous tous et parler des différents usages et bien expliquer clairement ce qui va servir pour tel ou tel usage et appliquer, je dirais, une politique identique pour ces différents usages. Et donc, quand on dit que les économies doivent être partagées, il faut aussi voir l'ensemble des besoins et voir où est-ce qu'on va chercher l'eau pour l'ensemble des besoins. Il y a des priorités, certes, effectivement, sur l'eau potable ou l'eau pour boire, c'est une priorité. Mais après, il faut qu'on puisse équilibrer les usages et avoir une répartition équitable, justement, des besoins, en expliquant clairement ou en montrant clairement que l'eau, c'est pas que l'eau du robinet, mais c'est l'eau qui est utilisée pour manger, pour laver la voiture, pour les usages, pour le tourisme, et donc voir où est-ce qu'on peut aller chercher l'eau. Et cette idée d'avoir cette réflexion avec l'ensemble des acteurs, justement l'ensemble des besoins, et de voir derrière où on va chercher l'eau, si elle est disponible dans le milieu, et on sait que l'été, ça a été dit, elle le sera de moins en moins, et donc il faut aller la chercher ailleurs avec les priorités qui sont aussi écrites de protection du milieu ou de l'eau pour l'eau potable, par exemple. Où est-ce qu'on va chercher l'eau ailleurs après? Est-ce qu'elle est disponible à un moment donné sur l'année? Et on rejoint la question du stockage, de la gestion aussi des crues et des inondations, ou est-ce qu'elle ne l'est pas et à quel niveau elle l'est? Et tout ça, ça ne peut pas se gérer de manière globale sur le territoire de la France. Ça se gère territoire par territoire.
voir ce qu'on peut faire comme type d'agriculture, les disponibilités en eau, est-ce qu'on prend la ressource, comment on se la répartit. Et je crois qu'il faut aussi montrer, et j'en profite justement parce que la représentante des consommateurs est là, que l'eau, et vous l'avez dit, ça a été dit, c'est aussi pour l'alimentation, et que l'eau qui est utilisée pour l'agriculture, alors il faut la gérer de manière efficiente, et ça je reconnais que si on arrose la route, c'est mal compris, mais ça c'est effectivement, nous de notre côté, il faut qu'on puisse régler ce genre de problème que l'on rencontre hélas encore. Mais que l'eau qui est utilisée pour l'agriculture, c'est aussi pour l'alimentation. Et si on ne le fait pas chez nous, comme l'a dit mon collègue André Bernard, c'est des produits qu'on importe. On importe de l'eau virtuellement en France de manière importante, de pays qui en ont moins aujourd'hui. C'est pas très... Donc c'est un projet à la fois de territoire peut-être très large, mais qu'on ramène sur son territoire. C'est pas très écologique non plus. Et non, c'est pas très écologique parce que des pays en ont beaucoup moins et la gèrent moins que nous. Et je reviens sur votre approche territoriale, justement, avant de repasser la parole à Stéphanie. Ça veut dire quoi? On se met tous autour de la table, consommateurs, citoyens, acteurs économiques, agriculteurs. Comment on fait concrètement? Et puis les acteurs locaux aussi? Enfin, les collectivités, comment ça se passe? C'est l'idée qui est sortie des projets de territoire de gestion de l'eau, PTGE, c'est un terme que l'on on repart sur les sigles, forcément. De plus en plus, voilà. Projet de territoire de la gestion de l'eau, qui est sorti au travers des décrets et des textes, et donc qui va demander, sur les bassins où il y a des difficultés, justement de mettre tout le monde autour de la table, de voir comment on gère l'eau, de voir où est-ce qu'on va la chercher. Et il faut que ce soit accompagné par les élus, par les collectivités, par les pouvoirs publics, qui ont aussi un rôle là-dessus. Il ne faut pas gérer uniquement quelques acteurs de l'eau, se déchirer parfois entre eux ou trouver des accords quand ça va bien, mais je crois qu'il y a un engagement fort, puisque l'eau, c'est pas que la pénurie quelques semaines l'été, c'est quand même la gestion des crues, c'est aussi l'avenir, c'est le changement climatique, c'est quelle vie on veut, quelle agriculture, donc je crois qu'il y a vraiment des enjeux très forts qui doivent être aussi accompagnés. Alors Stéphanie, justement, cette approche de se mettre tous autour de la table au niveau d'un bassin, enfin d'un territoire, est-ce que ça peut parler aux consommateurs? Est-ce qu'il peut s'impliquer dans cette démarche pour qu'il y ait un dialogue? Alors effectivement, c'est une très bonne idée et c'est une idée, je pense, essentielle. On a parlé de co-construction plusieurs fois. Effectivement, c'est l'un des enjeux de la gestion de l'eau. Après, il faut rester pour les consommateurs sur des aspects où les consommateurs peuvent s'intégrer. Et l'alimentation, je trouve, est un très bon aspect, avec des enjeux qui sont à la fois de très court terme, parce que, comme l'a dit WWF, il faut aller très rapidement, il faut aller vite. Et en même temps, pour rebondir sur l'idée d'une évolution systémique de l'agriculture, on est là dans un temps beaucoup plus long. Et du coup, la question, c'est comment les consommateurs peuvent s'intégrer dans ces réflexions à la fois de court terme et de long terme. Et par exemple, sur l'alimentation, nous, à Famille Rurale, on fait des ateliers sur le bien manger, qui aujourd'hui ne prennent pas en compte encore cette question de l'eau. Mais dans le bien manger, il y a par exemple manger local et manger de saison, ce qui va avoir un impact sur la gestion en eau. Et du coup, comment les demandes des consommateurs peuvent évoluer vers des produits qui sont économes en eau, qui sont peu intensifs en eau, et ce qui va aller de pair, ils vont modifier leurs demandes. On espère qu'ils vont modifier leurs demandes et du coup accompagner l'évolution systémique du modèle agricole pour que cette évolution systémique réponde à une demande qui aura évolué vers moins de consommation en eau. Oui, c'est dans la table ronde précédente, on parlait des évolutions des espèces, des cultures. Exactement. Pour s'adapter à ça, c'est aussi une acceptation du consommateur de voir une production locale un peu différente, mais plus adaptée au changement climatique. Au changement climatique et aux capacités en eau du territoire. Luc, vous aviez des exemples, je crois à Niort ou quoi, justement où il y a cette idée de partager, de dialoguer, de se mettre ensemble pour décider des usages de l'eau et du partage? On voit aujourd'hui sur certains territoires des projets de territoire qui ont abouti avec un consensus très large. Alors il n'y a pas toujours, c'est pas toujours unanime, des consensus très larges, puisqu'on intègre justement dedans la question des milieux, la question de l'eau potable, mais la question de la production agricole. Donc voilà, il faut mettre les différents enjeux, les différents acteurs et des projets qui sont portés de manière large et compris ensuite par tout le monde. Et les consommateurs, je vous repose la question parce que vous ne m'avez pas vraiment répondu, est-ce qu'ils peuvent s'impliquer là-dedans? Est-ce que les citoyens, la question est pour les deux finalement, est-ce que c'est souhaitable que les citoyens soient dans ces instances et est-ce que dans cette organisation territoriale, et est-ce que les consommateurs sont volontaires, s'impliqueraient là-dessus? Je pense qu'il y a des aspects pédagogiques qui peuvent être remplis par une rencontre entre les consommateurs et les agriculteurs, notamment je pense au milieu scolaire.
Très bien. Parce que c'est apprendre les bons gestes pour bien manger. Je pense que ce sont les enfants c'est et le bon endroit, les il y a jeunes. les cantines. C'est le bon endroit, voilà, exactement. Où vous avez raison, les cantines, des rencontres entre les personnes responsables des cantines et les agriculteurs. Ça, ce sont des aspects très concrets dans la vie des enfants ou même de leurs parents et des aspects très concrets qui permettent une rencontre assez simple entre ce monde agricole et le monde des consommateurs. Luc Servan, sur la mobilisation des citoyens et leur implication. Oui, parce que justement, le côté alimentaire, je crois, est important, et vous l'avez dit. Et quand on voit aujourd'hui la question alimentaire, peut-être quand on parle des fruits et légumes, l'importance dans l'alimentation des protéines végétales, c'est des productions aussi qui consomment de l'eau. Alors aujourd'hui, on en apporte de plus en plus. On apporte de plus en plus de fruits et légumes. On apporte aussi beaucoup de protéines. Donc il faut voir comment est-ce qu'on les remet comment on relocalise justement ces productions, comment on les ramène dans le territoire, et comment derrière on peut aussi assurer un minimum d'eau. Alors si c'est des productions de saison ou pas, à voir justement au niveau de la saison, mais comment on assure derrière effectivement la disponibilité en eau pour ces productions que l'on souhaite ramener chez nous. Et ça, c'est le choix du consommateur de prendre de la production locale ou de la production importée peut-être. Et donc là, vraiment, il y a effectivement un engagement citoyen, je crois, de la part de tout le monde. Oui, parce qu'il ne faut pas sous-estimer que la filière agroalimentaire, elle fait un bon travail pour la balance commerciale de la France. Donc, elle a un bon niveau. Oui, une balance aujourd'hui qui est de plus en plus, qui à peine a tendance à perdre un petit peu. On importe de plus en plus, on produit de moins en moins. Donc il faut quand même se poser la question aussi à plus long terme. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces échanges et puis ce début de dialogue en fait qu'on sent du monde agricole, du monde des consommateurs, pour mieux se comprendre, mieux comprendre les besoins de chacun, les usages, et pour partager l'eau. Merci à vous deux. Merci à vous. On arrive à la fin de notre débat et je vais récupérer les questions. Alors, on va essayer de prendre un moment, et j'ai tout le monde là sous la main, et je vais regarder qui peut répondre à ces questions. Alors, la première question, quels programmes territoriaux pourraient faire converger ces deux besoins, inondation et stockage de l'eau pour l'irrigation estivale? N'y aurait-il pas là un potentiel de partenariat gagnant-gagnant? Quelles modalités de stockage dans les zones humides, les nattes d'accompagnement, la mixture des cultures, le génie civil coûteux à créer, à faire fonctionner. Donc en gros, l'idée, c'est comment on peut stocker l'eau. C'était un petit peu les sujets qu'on avait commencé à travailler. Est-ce que c'est une bonne voie? Les PTGE, ça a été évoqué par Luc Servan, c'est une bonne façon de commencer à discuter, en tout cas entre tous les acteurs d'un territoire. Et c'est certain que c'est des approches, c'est des solutions qui se trouveront au niveau territorial, avec l'ensemble des acteurs. On ne peut pas avoir le monde agricole qui avance seul en mode bulldozer et il nous faut des retenues à tout prix. C'est forcément quelque chose qui passera par une concertation territoriale. Surtout, je dirais, si on décide de créer des infrastructures lourdes comme des retenues. Voilà, encore une fois, les retenues, on peut en faire. Mais ça nécessite de la concertation et elle nécessite d'être réfléchie sur du long terme. Après, sur les zones humides, il y a une autre question, ça pose une autre question, c'est une question d'espace. Il faut qu'on récupère de l'espace. Et c'est de l'espace pour... C'est la caractéristique de toutes ces solutions fondées sur la nature. On a un conflit d'usage, en fait, on a un conflit d'espace. Il faut qu'on récupère des espaces pour des plaines inondables, pour refaire des zones humides, etc. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec une production agricole. C'était cité par des acteurs. On sait très bien faire de l'agriculture dans des zones humides et dans des prairies d'inondation, dans des zones d'inondation de crues. Un complément sur les PTGE, les programmes territoriaux Alors, de partage de l'eau. La question de pouvoir concilier à la fois la gestion des crues et le manque d'eau. C'est vrai que c'est une question qui est assez nouvelle, mais qui avait été aussi anticipée, puisque ça fait partie des premiers éléments de la table ronde de ce soir, de voir comment concilier les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a travaillé sur des protocoles, ce qui ont été présentés avec les collectivités pour dire quand on crée de la surinondation, on provoque de l'inondation de terres agricoles pour protéger des biens et des personnes ou des zones urbaines. C'est vrai que là, on peut se dire peut-être qu'il y a moyen de gérer différemment, de pouvoir en garder une partie, alors soit dans les zones humides qui sont là pour ça, ou sur d'autres ouvrages, d'en garder une partie pour l'étiage. On faisait le constat au lancement l'autre jour du Varenne de l'eau là, au ministère, qu'en 2 mois, on a quand même des territoires qui sont passés de crues à une gestion de sécheresse, quoi. Parce que peut-être que l'eau est partie trop vite, ou en tout cas peut-être parce qu'on n'a pas su la garder par un moyen ou par un autre. Donc il faut maintenant qu'on concilie les deux avec un changement climatique, ça a été dit, qui va amplifier à la fois les crues et amplifier les sécheresses. D'accord. Alors on passe sur une autre question qu'on a un peu abordée, peut-être André ou
ou Thierry, pourquoi ne pas trouver des solutions pour limiter l'évapotranspiration? Et que pensez-vous du développement des ombrières dont on a un peu parlé tout à l'heure avec André? Bon, ça fait partie des solutions qui sont sur la table. Alors c'est vrai. Alors André complétera. L'agrivoltaïsme fait partie des solutions. Alors à la fois, ça a été dit par André, pour la production d'énergie, pour le fait de pouvoir cultiver dans des climats qui deviennent un peu extrêmes, y compris pour protéger contre les chutes de grêle, parce qu'on a des panneaux qui permettent de résister à la chute de grêle, tout en conservant en dessous une production végétale significative. Donc ça fait partie des solutions. Du bouquet de solutions qu'on peut mobiliser. Après, se posent encore des questions. Alors, il y a des questions réglementaires, si j'ai bien compris, et puis des questions sur les impacts sur la biodiversité, par exemple, en dehors de ce qui pousse sous les panneaux. Et c'est des questions qui montent à l'agenda des opérateurs. Je pense notamment à l'ADEME, qui est un partenaire très fort d'INRAE, qui nous sollicite de plus en plus pour nous dire, finalement, on voit ça qui émerge, on n'est pas contre a priori, mais est-ce qu'on a des informations sur les effets sur la biodiversité, sur le sol, quand c'est des panneaux solaires qui sont au sol? Alors, toute solution doit être évaluée, mais les ombrières, c'est une solution d'avenir. Je vois André qui s'agite et qui a envie de répondre là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut bien dissocier le photovoltaïque qui est sur les toitures, et là c'est bénéfique, et les ombrières et les serres, et peut-être d'autres systèmes qui vont émerger, qui rendront le service de se protéger du soleil au maximum, quand il est au maximum, de pouvoir par des filets, quand on a des ombrières dynamiques, mettre des filets qui vont permettre d'avoir des vergers qu'on n'aura plus besoin de traiter parce qu'ils seront des filets insert-proof et se protéger de la grêle et réguler le vent aussi. Et quand on est sous des serres photovoltaïques, et là je parle de quelque chose que je connais bien parce que je l'ai une chez moi, aujourd'hui on peut bien voir la différence qu'il y a. Une serre, alors le problème c'est que dans une serre, par l'inconscient des gens, c'est là où on produit beaucoup. Moi, aujourd'hui, j'ai une serre qui est un abri pour me protéger des événements climatiques extrêmes, mistral, grêle, pluie, un peu de la température et de la chaleur. Quand il fait chaud dehors, il fait moins chaud sous la serre qu'à l'extérieur. Avec ça, j'arrive à faire pousser des plantes en consommant 30 à 40% de moins d'eau et à permettre aux collaborateurs, aux salariés qui travaillent sous la serre, d'avoir des conditions de travail qui ne sont pas celles du plein champ. D'utiliser des techniques qui permettent d'optimiser. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on utilise très rapidement ces techniques-là. Les ombrières, pareil, on en a installées sur des vergers et sur des vignes, et on vient de planter des cerisiers de nouveau sous ce type d'infrastructure, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir une végétation importante. C'est à 5 mètres de haut. J'ai visité une serre l'autre jour, une nouvelle génération. On est à 7,50 mètres en haut au fêtage. Je peux vous dire qu'à l'intérieur, on peut faire pousser des plantes et toute espèce de culture. Et effectivement, la biodiversité à l'intérieur est liée. Parce que vous avez des herbes qui poussent, vous avez un certain nombre d'insectes qui peuvent rentrer. Et à l'intérieur, vous pouvez aussi vous protéger par rapport aux ravageurs. Donc il y a un gros intérêt. Et en plus, on produit de l'énergie et on la produira partout. Mais là, on en a besoin. Parce que ce n'est pas une concentration sur une masse. Je veux dire, les 2 bâtiments chez moi et la serre, c'est 2 fois la consommation électrique du village. C'est 2000 habitants le village, c'est 4000 habitants. Je pense et je crée de l'emploi et je produis des produits de proximité. Je pense quand même qu'il faut qu'on se pose bien la question. Alors, ce n'est pas parce que je l'ai fait moi, mais je le vis personnellement. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Je voudrais faire réagir justement Stéphanie Truquin, donc famille rurale, le côté consommateur. Quand on voit tout ça, ces évolutions, tout à l'heure on parlait des nouvelles technologies, on a vu dans les champs les sondes. Est-ce que les consommateurs ont conscience de ces évolutions au sein des exploitations agricoles et que chacun essaie de trouver des solutions pour améliorer? Je pense que les consommateurs ont conscience que les agriculteurs font face au stress hydrique, ça ils en ont conscience, mais ils n'ont pas connaissance de tout ce qui est mis en place dans le monde agricole, de toutes les solutions qui sont mises en place dans le monde agricole. Et c'est là aussi où il y a une certaine pédagogie à faire vis-à-vis des consommateurs pour réconcilier un peu et pour pouvoir co-construire des solutions en mettant tout le monde autour de la table. Monsieur Bernard disait tout à l'heure que quand il s'est agi de mettre en place des solutions. C'est compliqué parfois. Ça avait pu être un petit peu musclé au départ. Aujourd'hui, on en est entre consommateurs et agriculteurs. On a parfois des réactions un peu musclées. Et avant de pouvoir construire quelque chose ensemble, il faut se comprendre. Donc on voit qu'il y a mettre les problèmes sur la table. Un petit peu de pédagogie ou de communication à faire autour de ce que vous mettez en place. On est ouvert. Très bien. Alors, on a le temps pour une dernière petite question. On voit encore beaucoup d'installations de systèmes de drainage des terrains se mettre en place. Est-ce que c'est cohérent? Thierry, peut-être?
Je pense qu'on a beaucoup parlé de carence hydrique et puis des inondations. Puis entre les deux, il y a les sols gorgés d'eau qui sont naturellement riches en eau, qui retiennent l'eau. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes d'accessibilité pour les engins pour entrer dans les parcelles. Ça pose des problèmes de levée, de germination de levée. Donc effectivement, il y a des situations locales, mais ce n'est pas partout, où effectivement le drainage est une solution pour assainir quelque part le sol, sans l'assécher complètement bien sûr, et pour permettre une activité de production. Après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel drainage est-ce que vraiment la situation impose de drainer, et qu'est-ce qu'on fait des autres drainages aussi, parce qu'elles vont bien finir à un endroit donné. Donc comment on installe ça, parce que ça a un coût aussi le drainage, hein, installer des tuyaux, etc., les changer quand ils sont colmatés. Donc c'est évoqué tout à l'heure par Arnaud, hein, on doit se projeter sur des scénarios à plusieurs années, dizaines d'années. Et ce qui n'est pas évident, je vais peut-être terminer là-dessus en ce qui me concerne, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure les incertitudes. Et rien de pire que de se projeter dans un monde incertain. Or, on n'a pas le choix, ça a été dit par plusieurs intervenants. Et donc, c'est aussi notre responsabilité, je dirais, collective, de fournir une assurance ou une réassurance, et je ne parle pas d'assurance économique, mais une assurance d'appui finalement et d'écoute et d'aider à se projeter, parce que c'est le plus dur à faire, d'aller vers l'inconnu. On essaie de préserver au maximum ce que l'on connaît, ce qu'on a pu faire. Et puis, là, il y a un mur énorme qui se dresse. Bah, ça fait peur. Et donc, il faut aider à franchir cette étape. Et là, tout le monde est concerné, et pas que les agriculteurs, bien sûr, parce que c'est toute la société qui est confrontée à cet obstacle. Il faut qu'on soit capable, ensemble, de trouver les solutions. Un petit mot, André, sur justement cette demande des consommateurs, un peu d'y voir plus clair sur ce qui se passe pour comprendre et pour accepter aussi peut-être plus les contraintes qu'ont les agriculteurs. Alors, je crois que oui. Je crois que ce soir, on innove dans ce type de débat, et c'est très bien. Les jeunes, parce que moi je fais partie d'une génération où j'ai découvert un peu tout ça et j'ai de la peine à suivre. Mais aujourd'hui, les moyens de communication par le numérique, par Facebook, Instagram et compagnie, je peux vous garantir que les jeunes agriculteurs font passer un certain nombre de messages en direct aux consommateurs. Et les échanges qu'il peut y avoir entre le consommateur et les producteurs, notamment quand on fait de la vente directe ou que l'on organise des journées de visite d'exploitation quand on est dans certaines filières longues, sont très bénéfiques à comprendre. C'est bien en se parlant qu'on va se comprendre, et quand on va comprendre qu'on va pouvoir agir ensemble. Je crois que c'est ça. Alors effectivement, les nouvelles technologies, je dis à l'instant, moi mes fils, ils sont en permanence de mettre en permanence. Régulièrement, il y a des informations sur le site de l'exploitation pour montrer ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, le consommateur ne sait pas. L'autre jour, je parlais de la tomate industrie que vous avez vue là, c'est un robot qui le plante, et c'est un robot qui l'abîme, et c'est une machine qui la ramasse. Et ça finit dans le tube de ketchup. Et dans un tube de ketchup, il y a pour 9 centimes de tomates. Voilà. Donc tout ça, c'est vite dit, mais il faut le vivre, il faut l'expliquer, pour que les gens comprennent. Pareil sur les céréales, sur toutes les productions, il y a des évolutions énormes en termes d'élevage, pareil. Donc oui, il y a des moyens de communication, il faut développer cette communication. Et je crois que si nous avons fait ce soir cette première émission, cette première action ce soir ici, c'est bien que la Chambre d'agriculture, dans le plan stratégique que nous avons défini, d'avoir une communication ouverte vers le public, c'est bien ça. C'est une première. Voilà. Se parler pour mieux se comprendre, c'était en effet c'est l'objectif de ce rendez-vous des citoyens avec leur agriculture. Toutes les questions, bon, s'il y a d'autres questions, les équipes sont là pour vous répondre après coup. Merci beaucoup à vous tous pour ces interventions et ces échanges. On arrive à la fin de notre débat. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt pour le prochain rendez-vous des citoyens avec leur agriculture.